Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on utilise tout le temps, sans vraiment y penser, le mot emploi. On a l'impression que c'est simple, que ça a toujours existé, mais en réalité, pas du tout. Derrière ce mot se cache une histoire hyper complexe et une économie, assez surprenante. Alors, c'est parti, on remonte le fil. Alors, pour commencer, une petite question. Le mot travail, à votre avis, ça vient d'où? Spontanément, on pense à, je sais pas, quelque chose de positif, de productif, non? Eh bien, accrochez-vous, parce que la véritable origine est beaucoup, beaucoup plus sombre. C'est même, franchement, un peu choquant. Et oui, voilà la réponse. Le mot travail vient en fait du latin tripalium. Et le tripalium, c'était quoi? C'était un instrument de torture, à 3 pieux, pour être précis. C'est assez fou, non? À l'origine, travailler, ça voulait dire être torturé. Ça nous donne tout de suite une idée de la perception de base du travail. C'était vu comme une souffrance, une contrainte totale. Alors cette origine pour le moins brutale nous amène directement à notre premier point. Parce que toute l'histoire du travail, en fait, c'est une histoire de contradiction. On a d'un côté l'idée de torture, de souffrance, et de l'autre, une vision presque divine, une mission sacrée. Alors comment ces deux extrêmes ont-ils bien pu cohabiter? En fait, cette double facette, on la retrouve dès le tout début, dans les textes fondateurs comme la Genèse. Au départ, le travail, c'est une mission super noble que Dieu confie à l'homme, prendre soin du jardin d'Éden. Mais, juste après le péché originel, tout bascule. Le travail devient une punition. C'est la fameuse phrase « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Le travail est donc à la fois une sorte de vocation et en même temps une malédiction. Mais au-delà de ce côté un peu mystique, le travail a toujours eu, traditionnellement, 3 rôles super concrets dans la société. Le premier, c'est un peu une question d'hygiène de vie, une activité normale et saine. Le deuxième, c'est un principe de justice. On bosse pour mériter de vivre, de survivre. Et enfin, le troisième, c'est un outil de socialisation hyper puissant. C'est ce qui permet de s'intégrer, de trouver sa place. Bref, le travail devient vraiment un des piliers de la civilisation. Sauf que, attention, cette vision n'a pas du tout été partagée par tout le monde. Si on regarde chez les Romains, par exemple, c'est carrément l'inverse. Pour eux, le travail, ce n'était pas une valeur, mais alors pas du tout. La vie de rêve, c'était l'otium, c'est-à-dire le loisir, le temps libre du citoyen. Le travail, surtout manuel, était vu comme quelque chose de dégradant, un truc bon pour les esclaves. Et d'ailleurs, le mot négoce vient de neg-otium, ce qui veut dire littéralement la négation du loisir. Tout est dit. Allez, on fait un bond en avant, direction le Moyen-Âge. C'est une période vraiment charnière parce que c'est là que vont apparaître les toutes premières structures pour organiser les métiers. En gros, les fondations de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, l'évolution est assez dingue. On part de l'Empire romain où, on l'a vu, le travail est méprisé. Puis, hop, au Moyen-Âge, on voit débarquer les guildes. Ce sont ces associations de métiers qui commencent à tout réglementer, que ce soit pour les boulangers, les forgerons, etc. Et un peu plus tard, vers la fin du Moyen-Âge, on assiste carrément à la naissance des premières grandes entreprises. Le travail commence vraiment à être organisé, structuré. Et dans ces guildes, attention, c'était pas l'anarchie. Il y avait une hiérarchie super stricte. Tout en haut le maître, en dessous les ouvriers et tout en bas les apprentis. Forcément, le but du jeu pour un ouvrier, c'était de devenir maître. Sauf que, bien sûr, les maîtres en place n'avaient aucune envie de partager le gâteau ou d'avoir plus de concurrence. Et ça a créé d'énormes tensions, des conflits, qui sont en quelque sorte les ancêtres de nos luttes syndicales modernes. Allez, on saute encore quelques siècles pour arriver au XXe. Et là, c'est une période capitale. C'est vraiment là que s'est construit le modèle de l'emploi typique, celui qu'on a tous un peu en tête comme étant la norme. Entre les années 1900 et 1970, on assiste à une sorte d'alignement des planètes. Le temps de travail diminue petit à petit, on voit apparaître les congés payés, la retraite. Les gens sont mieux couverts en cas de maladie ou d'accident. En parallèle, les syndicats pèsent de plus en plus lourd et la mécanisation, même si elle fait peur, permet au final d'améliorer la productivité et les conditions de travail. En gros, c'est l'âge d'or du salariat. Mais voilà, ce beau modèle bien stable, il ne va pas tenir éternellement. Les années 70, c'est vraiment le grand tourment. Une série de chocs économiques va venir faire voler en éclats tout ce bel édifice. En gros, ce qui se passe, c'est que les chocs pétroliers et l'arrivée d'une concurrence mondiale mettent une pression monumentale sur les entreprises. Le vieux système ne tient plus la route. Le nouveau mot d'ordre, c'est faire plus, avec moins de monde, et c'est souvent l'emploi qui trinque. Le marché du travail commence sérieusement à dérailler. Et la conséquence de tout ça, on la vit encore aujourd'hui. On passe de ce qu'on appelait l'emploi typique à l'emploi atypique. D'un côté, on avait le modèle stable, le bon vieux CDI à temps plein dans la même boîte, et de l'autre, ce qui est devenu la norme pour beaucoup,
Les indépendants, l'intérim, les CDD, le temps partiel, le télétravail. Le monde du travail s'est complètement fragmenté. Bon, on a fait le tour de l'histoire. Maintenant, changeons de casquette et passons à l'économie. Quand une entreprise embauche quelqu'un, qu'est-ce qu'elle achète au juste? La question a l'air simple, mais la réponse est bien plus subtile. Le concept super important à comprendre ici, c'est celui de force de travail. Attention, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est le potentiel de travailler. C'est l'ensemble de tout ce qu'une personne sait faire, ses compétences, ses connaissances, son expérience. Et cette force de travail, elle peut très bien exister sans être utilisée. C'est le chômage, par exemple. Et cette phrase résume tout. Le travail est une denrée périssable. Quand il n'est pas utilisé, il est perdu à jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à une pomme ou une voiture, on ne peut pas stocker la force de travail. Une journée où une personne au chômage ne travaille pas, eh bien cette journée de travail potentielle, elle est perdue, pour toujours. C'est une perte sèche. Et donc, le truc vraiment essentiel à comprendre, c'est ça. Le salaire, ce n'est pas le prix du travail qu'on a fait. C'est le prix que l'employeur paie pour avoir accès à notre force de travail, à notre potentiel. En fait, une entreprise achète notre disponibilité, même s'il y a des moments dans la journée où on ne produit rien de concret. Du coup, ça nous amène à une question intéressante. Si l'entreprise n'achète pas vraiment notre travail, c'est quoi un contrat de travail? C'est un contrat de vente? Ou est-ce que ça ne ressemblerait pas plutôt à une location? Eh bien oui, l'idée c'est que l'employeur loue les compétences et le temps d'une personne. Et cette vision des choses nous amène à notre dernière partie. Qu'est-ce qui fait que le marché du travail est un marché si spécial, si différent de tous les autres? Il y a principalement 2 raisons qui le rendent unique. La première, c'est que le vendeur est toujours là. Je m'explique, quand on vend une voiture, on donne les clés et on s'en va. Pour le travail, c'est impossible. La personne qui travaille ne peut pas être séparée de son travail. Elle doit être là physiquement. Et ça rend les conditions de travail tout aussi importantes que le salaire. La deuxième chose, c'est que l'information est toujours incomplète. Ni l'employeur ni la personne qui l'embauche ne sait exactement dans quoi elle s'engage. C'est toujours un pari. Et pour finir, on va se quitter sur une question qui, je trouve, change un peu la perspective. Après tout ce qu'on vient de voir, depuis l'instrument de torture romain jusqu'à cette idée de location, est-ce que, dans notre job de tous les jours, on est en train de vendre nos compétences ou est-ce qu'on ne fait finalement que louer notre temps? C'est une question qui peut vraiment redéfinir la façon dont on perçoit ce qu'on appelle un emploi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite analyse.